Monsieur le Président, le corps argumentaire associé à la motion à l'étude dans cette Chambre me permet d'insister sur des notions propres à l'appartenance à une cellule clanique à titre de bastion identitaire aborigène. Maintenant, Monsieur le Président, l'intervention en cette Chambre aujourd'hui va être en continuité de celle que j'ai faite hier. Je donnais une formation en Wendake. Je suis appelé à me déplacer sur une base ponctuelle afin de rencontrer des communautés plus ou moins isolées, bien que Wendake, dans ce cas-ci, soit périurbaine, une communauté périurbaine. Je suis appelé à me déplacer et les notions que j'aborderai aujourd'hui seront en continuité de l'enseignement que j'ai prodigué hier, c'est-à-dire les bastions identitaires aborigènes, mais également l'essor économique tel qu'on le perçoit dans certaines communautés au pays. Et ça va entrer en ligne de compte et je vais insérer le tout dans mon argumentaire, Monsieur le Président. Maintenant, pendant plusieurs générations, il y avait un certain caractère d'infamie associé à l'indianité. Pas que c'est péjoratif en soi, mais les peuples aborigènes, les membres des communautés aborigènes au pays étaient perçus comme des citoyens de second ordre pendant plusieurs générations, voire des centaines d'années. Et ce n'est qu'assez récemment qu'il y a la variable économique qui s'est insérée dans le mode de vie et dans le caractère d'indianité. Lorsque je parle du caractère économique et de la variable économique, Monsieur le Président, je fais référence, entre autres, aux résultats associés aux revendications territoriales, mais également aux ententes liées aux impacts et aux bénéfices associés à l'extraction des ressources naturelles. Ce sont désormais, en 2013, c'est une industrie à part entière. Ces matières-là sont souvent transférées à des firmes d'avocats qui peuvent se contenter d'avoir un seul client puisque ça génère des revenus substantiels, ça génère des montants et c'est parfois des firmes d'avocats qui chargent tant au pourcentage qu'au montant forfaitaire. Donc, ça peut être très lucratif pour une pratique. C'est la raison pour laquelle il y a un certain engouement, je vous dirais, Monsieur le Président, ou à tout le moins un intérêt marqué pour une tranche de la population canadienne de renouer avec sa filiation aborigène en 2013. Et c'est un peu sur cet angle-là que j'aborderai mon intervention aujourd'hui, Monsieur le Président. Pas pour tirer des inférences négatives du présent dossier, mais ça a été porté à mon attention lorsque je rédigeais et lorsque j'étais appelé à me positionner sur le dossier. L'essor et les perspectives associées à des enjeux économiques et régionaux d'envergure sont souvent à même d'alimenter une recrudescence des mesures assertives citoyennes associées au statut particulier dont jouissent les membres des Premières Nations au pays. Maintenant, Monsieur le Président, lorsque je parlais de l'essor économique et de la variable économique, ça crée un certain remous dans ma propre communauté d'origine. Je vous indiquerai qu'au cours des dernières années, on a même vu une génération spontanée d'aborigènes, d'Indiens, qui est apparue dans ma circonscription. Et si on prend cette nouvelle génération, ou en fait ce nouveau groupe qui est apparu dans ma circonscription et qu'on regarde avec les voisins, disons Equanchit ou Namin-Chipou, si on fait une comparaison, eh bien on se rend bien compte que le lien avec la Mongolie est assez ténu, si vous me permettez l'expression, Monsieur le Président. Bref, cette nouvelle communauté, cette nouvelle bande est apparue dans ma circonscription dans un endroit bien spécifique, un endroit qui était visé par le développement hydroélectrique et par des grands chantiers et par des initiatives d'extraction des ressources naturelles. Encore là, pas pour tirer des inférences négatives, Monsieur le Président, mais rapidement, on est en mesure de tisser des liens et de mettre de l'avant les équations qui s'imposent. Il est concevable que l'effervescence socio-économique observable auprès d'une région donnée ouvre la voie à de l'ingérence attentiste alimentée par l'expectative de lucre. Les mesures particulières s'inscrivant dans le cadre des revendications territoriales et des compensations associées à l'extraction des ressources et l'empiètement des territoires traditionnels d'une bande donnée constituent à elles seules des incitatifs à la mise en valeur d'ascendance aborigène. De là, la nécessité pour une bande de s'appuyer sur des principes visant à définir et circonscrire qui sont ses membres. Maintenant, concernant le sujet à l'étude, Monsieur le Président, les informations qui ont été portées à mon attention est à l'effet qu'il y aurait 100 000 nouveaux demandeurs pour la bande précise qui fait l'objet de cette motion aujourd'hui. Donc, considérant le nombre assez limité de membres des Premières Nations un peu partout au pays,
de voir du jour au lendemain une possibilité de 100 000 nouveaux demandeurs ou 100 000 individus qui tentent ou qui, à tout le moins, espèrent être inscrits au registre des affaires indiennes, eh bien, ça soulève des questionnements fort légitimes. Et c'est la raison pour laquelle il appartient d'abord et avant tout à la bande de circonscrire et surtout d'établir les critères pour ce qui est de la qualité de membre et de l'admission d'un individu à titre de membre de la bande. C'est déjà appliqué. C'est le droit coutumier qui s'applique le plus souvent dans ma communauté d'origine et dans d'autres communautés. Un droit coutumier qui, au final, va déterminer qui est membre. Et bien qu'à quelques occasions, il y a des jugements qui ont été portés à mon attention où la communauté avait les mains liées et le nom d'un individu se devait donc d'être ajouté à la liste, mais habituellement, ce sont des matières qui sont traitées à l'intérieur même de la cellule clanique et c'est unheard of, c'est-à-dire que selon ma propre perception des choses, selon ma propre analyse, 100 000 nouveaux demandeurs, eh bien, c'est un chiffre, c'est un montant qui est... C'est un chiffre d'envergure et c'est la raison pour laquelle il y a de la tergiversation en ce moment et que le gouvernement canadien est appelé à se positionner également et est appelé à traiter de manière équitable chacun de ces dossiers. C'est la position qui est exprimée ici, Monsieur le Président. Il est essentiel que chacune des demandes qui sont formulées soient étudiées en leur qualité, à leur face même et que l'expertise qui y est associée soit prise en considération également. Mais il y a de très fortes chances qu'il y ait un backlog dans ce type de situation-là, surtout avec le nombre exubérant de demandeurs. Au final, nous convenons que toutes les demandes doivent être traitées de la même manière, ce qui implique nécessairement la remise en cause de la validité de documents et la contestation d'une décision au sujet de l'inscription. Maintenant, considérant le nombre de citoyens assez limité dans la région à l'étude, Monsieur le Président, ce chiffre-là de 100 000 demandeurs est à réétudier. Le tout selon une perspective identitaire aborigène pour éviter au final qu'il y ait un aspect mercantile associé à ça, parce qu'il y a des fortes valeurs qui sont partagées par l'ensemble de la population aborigène au Canada et il ne faudrait pas détourner l'indianité et la quiddité en matière aborigène et les questions identitaires, les fortes questions identitaires, simplement sous une perspective politique ou sous une perspective économique au final. Combien de temps me reste-t-il, Monsieur le Président? 1 minute 30 secondes? 2 minutes 30 secondes. Ça sera donc 8 minutes 30. Je suis habitué, je vous soumets le tout humblement.